One, two, three, four. La petite voix, la petite voix. Yeah, your heart is a sun. Est-ce que vous avez déjà écouté votre petite voix? Cette intuition qui souffle ce qu'on n'ose pas toujours entendre. Celle qui pourrait, peut-être, tout changer. Je m'appelle Herveline et comme vous, j'essaye, pas toujours avec succès, de suivre cette boussole intérieure. C'est pour ça que j'ai créé La Petite Voix, un podcast où des femmes et des hommes partagent avec émotion, parfois même avec humour, ces moments où la vie bascule et où tout devient possible. Chaque épisode explore des histoires de nouveaux départs. Une séparation libératrice, une reconversion audacieuse, un burn-out surmonté ou une maladie qui révèle une force insoupçonnée. Autant d'histoires de doute, de peur, mais aussi de courage et de transformation. Chaque mardi, je vous invite à découvrir ces conversations intimes, sans filtre, des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre? La Petite Voix, le podcast. C'est parti! Et si l'on revisitait l'histoire de mon dernier invité par un autre prisme? Vous vous rappelez du dernier épisode avec Dominique, entraîneur de l'équipe de France de paravolley pendant les JO? Eh bien aujourd'hui, je vous propose d'entendre la voix de sa compagne, Amélie, pour qu'elle vous raconte comment cela a été pour elle de voir son homme vivre ce rêve avec intensité, passion et parfois fatigue. Et puis au passage, ça me permet de faire un clin d'œil chaleureux à Amélie, puisqu'au-delà d'être la compagne de Dominique, elle est aussi mon alliée depuis plus de 2 ans sur La Petite Voix et qu'elle m'apporte une aide précieuse sur Instagram et Facebook. Merci à toi pour tout cela aussi, Amélie. J'espère que vous aimerez ce format d'épisode, alors dites-moi ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux, vous en profiterez pour faire un coucou à Amélie. Et comme ça, la boucle sera bouclée. Dominique et moi, on s'est rencontrés dans un club de volley professionnel parce que moi, j'étais responsable de la communication et lui était entraîneur de l'équipe pro féminine. Et juste avant son arrivée, on avait décidé avec le club de créer une section de volley assis avec le club et le club handisport pour permettre aux personnes en situation de handicap ou en tout cas aux personnes qui ne pouvaient pas pratiquer le volley classique, donc de faire du sport. Quelque temps après, lui, il a repris cette section et c'est en allant un jour faire des photos, des vidéos, etc. que j'ai découvert, que j'ai redécouvert le volley assis et que j'ai pris vraiment plaisir à être à leur contact parce qu'en fait, c'était hyper ludique, l'équipe, elle était au top, c'était super convivial. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à pratiquer. Et en fait, il y a eu la période Covid. Donc, en 2020, toutes les activités sportives étaient à l'arrêt, sauf les entraînements de l'équipe professionnelle pouvaient continuer et aussi les entraînements de volley assis parce que c'était pour les personnes en situation de handicap. Donc, en gros, nous, Dom allait entraîner l'équipe et moi, je l'accompagnais et c'est comme ça, en fait, que j'étais un peu piquée de volley assis. Et du coup, ça a été un peu à la même période que la fédération a appelé Dominique pour lui proposer le projet de reprise de l'équipe de France afin de préparer les Jeux paralympiques. Donc je me souviens pas exactement du moment où ça s'est passé et où il m'en a parlé. Je pense qu'on était en train d'apéro une partie de fléchettes parce qu'à l'époque, c'était un peu notre quotidien. Je pense quand même que oui, je l'ai encouragé. J'avais pas forcément en tête tout ce que ça impliquait, j'avais pas en tête les enjeux. Pour moi, 2024, c'était très loin, il pouvait se passer plein de choses. Donc ouais, je l'ai encouragé et en fait, j'étais déjà habituée à ce qu'il ait des horaires atypiques, qu'il parte en déplacement. Donc ça, j'avais pas trop peur que ça joue sur notre, équilibre familial. J'avais juste un petit peu peur, c'est que ça lui demande encore beaucoup de temps parce que c'est quelqu'un de très investi et j'avais peur que, ouais, que ça le fatigue.
Donc juste là-dessus, j'étais un petit peu j'avais peut-être un peu d'appréhension pour le coup. Mais au final, les choses, elles se sont faites super naturellement. Il a fait, ses premiers stages et après ils ont fait leur première compétition. Ils sont partis en Égypte, en Turquie, en République tchèque, en Italie, je sais même plus, tous les pays. Bah, on s'est adapté. Moi, ça m'a permis aussi finalement de pouvoir me concentrer sur mes projets, plus sur mes projets quand il était pas là, d'adapter aussi peut-être mon emploi du temps pour, quand il était là, de passer un peu plus de temps ensemble. Et c'est vraiment comme ça aussi qu'on a trouvé un équilibre où chacun s'épanouissait. Finalement, ça a été bénéfique. Cette opportunité de reprendre l'équipe de France de volley assis, ça lui a permis d'avoir cet équilibre entre son besoin de former, de faire progresser les jeunes et cetera, et d'avoir aussi, on va dire, un emploi du temps un petit peu plus correct et à côté, d'avoir cette partie haut niveau, performance. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que, enfin, je trouve ça incroyable et je suis assez, assez admirative de sa façon de faire parce que, qu'il soit avec l'équipe de France, qu'il soit avec, des amateurs, avec des jeunes et cetera, il s'investit toujours de la même manière, autant. Et moi, ça m'est arrivé de le voir, aller sur une compète avec l'équipe de France. Il revient, il va, entraîner des petits qui ont entre 4 et 9 ans le samedi matin. Il va être à fond. Après, il va venir nous entraîner, nous, qui sommes un peu plus amateurs et il est toujours à fond et je pense que c'est ce qui fait aussi vraiment sa force pour le coup et ce qui le nourrit, c'est vraiment, en fait, de donner le meilleur pour aider les autres à progresser, quel que soit le niveau, que ce soit du haut niveau, du pro ou encore, des jeunes, quoi. Après, comme je le disais, ça s'est fait très naturellement, sa prise de poste et finalement les choses, voilà, 4 ans, c'est assez long. Donc petit à petit, je l'ai pas vu changer, c'est toujours le même. C'est pas quelqu'un qui monte son stress, je pense qu'il préserve aussi les autres. Donc j'ai pas vu une grande différence. Il y a juste eu un petit peu avant les jeux, en effet, où on commençait en fait à sentir, bah, l'émulation autour des jeux, l'excitation. Voilà, c'était un peu comme un gosse qui va réaliser un rêve. C'est un grand fan de sport, il a toujours rêvé de travailler dans le sport depuis qu'il est tout jeune. Donc ouais, mais il n'avait jamais, cru pouvoir un jour participer aux Jeux. Donc pour lui, c'était forcément un rêve qu'il était en train de réaliser. Donc l'excitation et puis, il y a tout ce cette énergie autour des Jeux, tout ce côté spectacle, moi, il m'a beaucoup parlé de des cérémonies qui étaient juste grandioses, où il se sentait, ouais, il se sentait totalement, pris et j'allais dire en transe, peut-être pas, mais ouais, pris dans quelque chose de plus grand que lui et ça, c'était plutôt cool de le voir s'épanouir, de cette manière après, tout l'investissement qu'il avait mis, en fait, dedans, quoi. Après, il y a eu quand même quelques moments un peu difficiles, mais qui sont des moments, que vive, chaque entraîneur. Juste avant les Jeux paralympiques, bah, il devait faire des choix, je crois qu'il devait avoir 14 joueurs, si je dis pas de bêtises et il devait en sélectionner que 10 pour partir aux Jeux et là, ça a été un choix qui a été quand même assez compliqué. On en a beaucoup discuté parce que, faut savoir que les joueurs de l'équipe de France de volley assis, on parle quand même de volley, on parle, d'une discipline qui est très récente, du sport, paralympique. Donc ce sont des personnes qui s'investissent, qui s'engagent dans un projet, mais qui ne sont pas payées en retour. Et ça demande en échange, beaucoup de sacrifices, que ce soit, sur leur vie, familiale, mais aussi, du côté pro parce qu'il y en a certains, enfin la plupart travaillent, donc ils doivent poser des jours, ils doivent voir avec leur employeur, enfin il y a plein de choses et donc pour lui, faire le choix de dire à quelqu'un, «Bah, tu t'es engagé dans le projet», même s'ils étaient au courant, hein, il y aurait forcément des gens qui participeraient pas. Ils espéraient toujours que ce soit qu'ils participent, hein. Clairement, c'est un rêve de gosse et ils s'étaient engagés pour ça. Donc ça a été difficile parce que c'était leur dire: «Tu viendras pas avec nous aux Jeux paralympiques alors que tu t'es investi comme tout le monde». Donc on a eu des grandes discussions là-dessus. Après, ce qui était réconfortant, c'est de se dire que c'était pas que lui qui faisait le choix, c'était aussi le choix d'une équipe parce qu'il est pas tout seul, il a des entraîneurs adjoints, il y a aussi, les chargés de projet qui l'accompagnent. Hem donc on a eu beaucoup d'échanges là-dessus. Moi, tout ce que je pouvais lui dire, c'est que peu importe le choix, de toute manière, il y aurait des déçus et que fallait qu'il fasse, de son mieux, le meilleur choix possible, qu'il s'écoute, qu'il fasse un choix qui soit le plus objectif possible.
Donc ouais, ça, je pense que c'est la partie qui est parfois même la plus difficile pour un entraîneur, c'est de choisir, qui viendra avec nous en compétition, qui jouera sur le terrain. Il était quand même hyper fier de ce qu'a réalisé l'équipe. Mais ouais, ça a été difficile. Je crois que ce qui l'a rendu quand même, fier, c'est de voir la progression de ces joueurs, durant toutes ces années. Parce qu'au fur et à mesure des compétitions, donc il rencontre, souvent les mêmes équipes et en fait, je me souviens de souvent quand il rentrait de tournoi, sur la fin, les autres équipes venaient les féliciter en disant, «Vous avez vraiment progressé, c'est un plaisir de jouer contre vous, continuez». Voilà, c'était vraiment des encouragements par rapport au début où c'était un peu balbutiant et où forcément, ils avaient des équipes, qui jouaient depuis des années au volley assis. Ils savaient qu'ils n'allaient pas forcément décrocher de médaille, mais ils voulaient donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils voulaient tous rendre fiers, leur famille, leurs amis, la France, en fait. Donc ça, c'était leur objectif, c'était d'aller le plus loin possible, de performer, de montrer que c'était des athlètes, de véritables athlètes. Alors pour le coup, moi j'ai vu la cérémonie et les matchs, à la maison chez mes parents. Donc j'ai vécu, on va dire, à distance les Jeux. Il y a juste leur dernier match et d'ailleurs c'était leur meilleur match, auquel j'ai assisté. Donc c'était je crois le jour de la rentrée. On est parti avec 2 copines, et un de ses fils. On a pris la voiture, on est monté à Paris, en début d'après-midi et en fait, on est arrivé pile poil, au coup de sifflet, au coup d'envoi. On était en gros stress de pas arriver au début du match et c'était vraiment cool de partager ça avec lui, c'était très chouette. J'étais hyper fière de lui, hyper fière de son équipe. C'était aussi cool de le retrouver parce qu'en fait, il était parti depuis plusieurs semaines. Ils avaient eu le stage avant la compète, donc on s'était pas vus, on s'était eu au téléphone, mais on se voyait pas. Donc là, de le retrouver, même quelques minutes, parce que c'était vraiment quelques minutes de se prendre dans les bras, qu'il voit aussi qu'il y avait pas mal de gens qui étaient venus le voir. Donc il y avait nous, mais il y avait d'autres personnes, qui le connaissaient. En fait, il était super content de partager ça avec nous et d'ailleurs, il y avait un de ses fils qui avait fait le déplacement, qui lui avait fait la surprise aussi, qui avait pris le train avec sa copine et qui s'était mis dans les tribunes avec une affiche et tout. Donc ça, c'est pareil pour lui, c'est des souvenirs, finalement, c'est ça qui l'a marqué au-delà du côté, compétition aussi. Parce que c'est pas tous les jours qu'on participe à ces événements-là et en plus qu'on peut le partager avec sa famille, ses amis et cetera. Donc je pense que c'est ça aussi qui fait la magie, de ces jeux-là et c'était bien parce que pour nous, ça nous permettait de ressentir un tout petit peu ce qu'il avait pu vivre. Il y avait vraiment une émulation, les gens étaient vraiment positifs. Il y avait vraiment une belle énergie. Nous, ça nous a permis de toucher un petit peu du doigt ce qu'il avait vécu, même si au final, on ne peut pas s'imaginer parce qu'ils sont vraiment dans leur cocon, ils sont en groupe, voilà, ils sont portés par l'énergie du moment et ça, nous, on peut que l'imaginer, on ne peut pas le vivre à leur place. Après le retour, on parle souvent de dépression, pour les sportifs après des grosses compétitions parce que forcément, ils vivent beaucoup d'émotions intenses, beaucoup d'adrénaline et cetera. Donc et puis à un moment donné, ça retombe. Donc on parle souvent de dépression, post-compétition. Pour lui, il l'a pas vécu comme ça, en tout cas pas directement à son retour. Parce qu'il est rentré à la maison et je crois que le lendemain, on allait sur un événement où, il a pu partager un petit peu ce qu'il avait vécu avec d'autres gens et le surlendemain, il reprenait son quotidien, son boulot, l'entraînement des jeunes et tout donc il n'a pas eu ce coup de blues qu'on peut avoir parce qu'il a repris tout de suite une vie normale, à peu près parce qu'il a quand même passé une bonne partie de la semaine à devoir, raconter, re-raconter ce qu'il avait vécu. Ce qui était cool en fait, pour lui aussi de repartager, de revivre ces moments en les racontant. J'étais contente de le retrouver évidemment et ce que je trouve bien, c'est que cette médiatisation donc du volley assis, de la discipline, a permis de la faire connaître et a aussi donné l'opportunité à Dom de continuer à s'impliquer, à la promouvoir et en fait, il a eu beaucoup de demandes par la suite, plus de demandes pour des interventions dans des entreprises et cetera et ça, je pense que c'est aussi ça que ça a permis les Jeux, au-delà, du grand spectacle, c'est de valoriser certaines disciplines et lui, ça lui a après ça, c'est ma perception des choses, mais ça lui a aussi, permis d'avoir encore plus de légitimité,
d'asseoir encore plus sa posture d'entraîneur. Et ouais, et ça, moi, je l'ai vu, en tout cas avec mon regard extérieur, j'ai vu que du coup, on lui donnait beaucoup plus de crédit aussi. Et moi, ce que ça a changé en moi, je parlais au début de mon rapport au sport et du fait que j'avais repris le sport grâce à Dominique. Mais je le faisais sous forme de loisir, pour m'amuser, voilà, parce que je prenais beaucoup de plaisir à aller aux entraînements et ça m'a donné cette envie en assistant aux matchs de l'équipe de France, en assistant à l'évolution aussi de ces athlètes. Ça m'a vraiment donné envie de m'améliorer, de progresser, de vraiment d'avoir envie de taper des ballons, de vraiment travailler peut-être plus la technique et cetera. Alors, on en est loin encore, mais ça m'a vraiment poussée à me dire: «OK, tu pas juste là pour t'amuser, tu as aussi ce truc, tu as envie de progresser» et ça, je pense que c'est vraiment grâce au fait qu'il ait intégré l'équipe de France et que j'ai pu assister à leurs entraînements et à leurs compétitions. Dominique, il a toujours senti qu'il voulait être dans le sport, il a toujours voulu entraîner, il a toujours voulu vivre du sport, voilà, c'est un passionné et je pense qu'intérieurement, il rêvait évidemment de participer à des événements aussi grandioses qu'il a pu, en vivre, sur Paris 2024. Mais finalement, c'est pas un parcours classique qu'il a suivi et il a été entraîneur professionnel certes, mais c'est pas ça qui l'a emmené sur cet événement. C'est finalement de se tourner vers quelque chose de totalement différent en suivant sa petite voix, en se disant: «Tiens, je vais essayer autre chose», mais sans jamais imaginer où ça pourrait le mener et je trouve ça assez fou de se dire qu'il a fait des choix comme ça, en se disant: «C'est à cet endroit que je vais être, c'est à cet endroit que j'ai envie d'être», mais sans jamais imaginer où ça le menait et finalement ça rejoint ses rêves d'enfant et ça, je trouve que, c'est beau et ça permet de montrer, que oui, suivre sa petite voix, des fois, c'est juste aller là où on sent qu'on doit être, sans savoir où ça va nous mener, mais de toute manière, ça nous mène quelque part et souvent ça rejoint ce qu'on a pu rêver étant enfant et je trouve ça très beau. Yeah, your heart is a sun and it shines as it opens. Where your heart is a sun and it shines. Voilà, La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Le bouche à oreille, c'est magique pour faire découvrir un podcast. Alors envoyez le lien de cet épisode à vos amis et vous verrez, ils vous remercieront. Et d'ailleurs, si vous voulez être sûr de ne rater aucun épisode, avouez que ce serait dommage, abonnez-vous à La Petite Voix sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, YouTube ou autre. Profitez-en d'ailleurs pour m'y encourager avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Non seulement ça fait plaisir, mais ça aide vraiment à faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs. Je partage aussi les coulisses du podcast sur Instagram et Facebook. Et mieux encore, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. C'est là que j'ose vous raconter tout ce que je ne dis pas ailleurs. Ça fait beaucoup d'infos, je sais, c'est pour cela que j'ai mis tous les liens dans les notes de cet épisode. Allez, je vous donne rendez-vous mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien et soyez heureux. Your horizon. Where your mind